Et on continue notre petit trajet d'électrocinétique. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai mis les questions de cours nouvelle version sur l'ENT. Je vous les donnerai en papier jeudi. Et si mes souvenirs sont exacts, on avait tout juste commencé à décrire les circuits électriques en définissant un dipôle, un fil, un nœud et une branche. D'accord? Voilà. Alors, donc je vais redessiner une branche. Donc une branche, c'est un truc. En fait, en gros, si vous avez compris, une branche, c'est un truc comme ça. C'est-à-dire, vous n'avez pas de nœud au milieu. Ça, c'est sûr qu'il n'y a pas d'autres fils. Autrement dit, vous pouvez enfermer tout ça dans une boîte. D'accord? Puis, voilà, mais vous savez juste que il n'y a rien d'autre pour sortir. Ça, c'est un truc extrêmement important. Ça vous raconte quelque chose. Il existe un principe, qui est un principe de fond, qui s'appelle le principe de conservation de la charge. Autrement dit, la charge, c'est un truc qui ne disparaît pas. Vous ne pouvez pas faire dépoper les électrons, comme ça, tranquillement, d'accord? Ou faire apparaître des électrons. Autrement dit, ça signifie que tous les électrons qui rentrent là-dedans, dans un sens ou dans l'autre, d'accord, devront ressortir de l'autre côté, par principe de conservation de la charge. Comme la grandeur qui compte les électrons qui passent, c'est l'intensité, ça signifie donc que l'intensité qu'il y a ici est la même que l'intensité qu'il y a là-bas. Autrement dit, dans une branche, l'intensité est uniforme. Votre premier théorème d'électrocinétique, le voilà. D'accord? Donc on est parti. Par conservation de la charge, l'intensité dans une branche est uniforme. Ce qui va me permettre de faire un petit rappel extrêmement important. Est-ce que tout le monde fait la différence entre uniforme et constant? Parce qu'il y a des gens qui ne font pas la différence entre uniforme et constant, pour qui c'est pas clair. D'accord? Donc je vous fais un rappel qui est extrêmement important. Uniforme, ça veut dire indépendant de la position. Autrement dit, en tout point, c'est la même valeur. Par contre, ça peut être variable en fonction du temps. D'accord? Constant, ça veut dire indépendant du temps. Donc vous pouvez avoir des grandeurs uniformes non constantes et des grandeurs constantes non uniformes. D'accord? Par exemple, typiquement, je sais pas, je prends cette affiche par exemple, sa couleur elle est non uniforme, mais manifestement elle a l'air constante. D'accord? Ça ne change pas avec le temps, par contre c'est pas uniforme. Vous pouvez exactement la même chose avec le temps. Si vous prenez par exemple un ascenseur qui monte et qui descend, l'altitude du sol elle est uniforme, mais elle n'est pas constante. D'accord? Donc c'est deux concepts très différents. Faites très attention à cette distinction parce que on va utiliser beaucoup ces deux concepts. Donc j'en profite au passage pour faire ce petit rappel. D'accord? Donc ici c'est uniforme. Et ça, c'est important parce que ça signifie donc que si vous avez un truc, je sais pas moi, avec ici par exemple une lampe, une pile, je sais pas moi, tout ce que vous voulez, vous êtes sûr que l'intensité ici, c'est la même ici, c'est la même ici, c'est la même ici. D'accord? C'est-à-dire que même quand vous traversez des dipôles, l'intensité ne change pas. D'accord? Oui. Alors ça, c'est extrêmement compliqué en fait, hein, dans ce qui est consommé. Euh, ce qu'on- L'idée est la chose suivante, c'est la lampe va consommer en fait finalement une espèce de frottement, d'accord? Et l'intensité que tu observes, c'est le résultat entre la partie que la lampe va consommer et le fait que l'intensité descend. De la même façon, quand tu fais glisser l'eau dans une gouttière, la vitesse à laquelle elle descend, au bout d'un certain temps, ce sera une vitesse uniforme, d'accord? Mais qui va être le résultat de la section de ta gouttière, sa taille, et de la pente que tu as mis. La pente, c'est la cause première, et l'intensité va s'adapter à la façon dont ton circuit est foutu. D'accord? Donc, tu imposes la tension, c'est le générateur, et l'intensité va s'adapter au dipôle que tu branches. Voilà, donc c'est ça l'idée. Pour pouvoir répondre aux besoins énergétiques, justement.
C'est la raison pour laquelle plus tu branches d'appareils chez toi, plus tu consommes d'énergie. La question que tu poses, c'est quoi le truc mécanistique de pourquoi ça bouffe de l'énergie? C'est hyper compliqué en fait. C'est pas du tout un truc trivial. D'accord? Qu'est-ce qu'on prend, etc., etc. D'accord? Petite remarque, en moyenne, il y a plein de dipôles qui ne consomment pas d'énergie. D'accord? Une lampe, c'est juste du chauffage, donc c'est juste vraiment les électrons qui se cognent. Alors, la version la plus simple, même si c'est faux, c'est les ions qui se cognent dessus, d'accord? Boum, 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 et en fait, ils perdent une partie de leur énergie en passant dans ce truc-là, d'accord? L'intensité sera uniforme parce que, bien sûr, en fait, en gros, il faut imaginer, c'est vraiment une histoire de trafic routier. Tu rentres dans le trafic routier intelligent, d'accord? C'est-à-dire qu'en gros, tu rentres dans un endroit, les voitures ont une zone difficile à passer, et donc l'intégralité du flux va ralentir pour que tout ceci se passe à vitesse constante. Parce que, contrairement aux voitures, les charges ont pas de s'accumuler en un point. D'accord? Donc il va y avoir une espèce de rétroaction sur l'ensemble du circuit, où tu vas garantir un flux uniforme, mais qui s'adapte au fait qu'il y a des endroits plus difficiles que d'autres. Autrement dit, s'il y a une résistance très faible, tout va circuler entre guillemets très vite, tu auras une intensité très élevée. Et dès que tu as une résistance élevée, tout va circuler de façon plus lente. Il y a une image que j'aime bien, c'est de voir un circuler comme une chaîne infinie, tu vois, qui est complètement rigide, et qui apparaît de se plier. Donc en gros, tu vois bien que si tu mets du frottement, en fait, tout va ralentir, mais la chaîne se déplacera quand même bien à vitesse uniforme sur l'intégralité de la boucle. C'est une façon de voir les choses qui est pas mal. Voilà. Et ça t'explique aussi pourquoi, quand tu fais de l'alternatif, ça marche aussi, puisque tu fais des frottements dans les deux sens. D'accord? Voilà. On est d'accord sur l'uniformité de l'intensité? Premier théorème, probablement un des trucs qu'on va utiliser le plus souvent cette année. Voilà. Première chose. Deuxième potentiel, on a vu également qu'un fil c'était quoi un fil par définition? Un dipôle de résistance nulle, d'accord? Un fil était de résistance nulle. Or, un fil est un dipôle, donc il peut être parcouru par une intensité, on est d'accord? Donc si je fais ça et que je calcule U, d'accord? Je prends la tension au bord d'un fil, la loi d'Ohm me raconte quoi? Que U est égal à RI, d'accord? U est égal à RI, est égal à 0 fois I, est égal à 0. On est d'accord? Donc la tension au bord d'un fil, quoi qu'il arrive, est nulle. D'accord? La base s'appelle un court-circuit. La tension au bord d'un fil est toujours nulle. Ça, c'est la première version. Et la deuxième version, qui est celle de votre question de cours, c'est la suivante. Qu'est-ce que ça veut dire sur le potentiel? En n'importe quel... Ouais. C'est-à-dire que, en n'importe quel point, le potentiel, voilà, pareil. Le potentiel, il est égaux des deux côtés. Ouais, donc Il n'y a pas de courant. Si, il y a du courant. C'est-à-dire que c'est uniforme. C'est uniforme. D'accord? En fait, ça signifie que si vous prenez n'importe quel point du fil, la différence de potentiel entre les deux est nulle. Donc le potentiel en ce point-là et le potentiel en ce point-là, c'est le même. Donc, et ça, c'est quelques points du fil. Donc le long d'un fil, le potentiel est uniforme. Je t'écoute, Samy. Les bornes, c'est quoi déjà? Les quoi? Les bornes, c'est les extrémités. Enfin, mais un fil, tu vois que tu peux le subdiviser en plein de sous-fils. Donc tu prends n'importe quel point du fil, ça fait un dipôle en fait. Qui est un fil. Voilà. Alors, je vais faire un petit dessin qui est important dans cette histoire, et j'aimerais bien que vous compreniez un peu ce qu'on fait. Donc, je prends un peu d'avance, imaginez que je vais prendre une pile ici, d'accord? Je ne mets pas de symbole. Et puis je mets des dipôles. Des dipôles, c'est quoi les notations que vous utilisez pour des dipôles en général? Des lampes, vous mettez une croix, vous mettez des carrés, un truc avec des croix, voilà. Imaginez que je fasse un circuit comme ça, d'accord, voilà.
circuit comme ça, d'accord? On s'en fout, c'est un truc au pif, mais c'est pour que vous compreniez les choses. Ce qui est important de comprendre, c'est les zones où vous avez le même potentiel. D'accord? Donc en particulier, si je prends ce point-là, d'accord, je le mets en violet par exemple, quelles sont toutes les zones où on a le même potentiel? Ouais. Jusqu'au premier dipôle, d'accord? Donc là, en fait, je vais suivre tout ça. Et ça, en fait, tout ça, c'est au même potentiel. Bien sûr, le dipôle, lui, va introduire une différence de potentiel, d'accord, qui va être donnée par la loi d'Ohm ou par sa caractéristique particulière. Il y a une intensité, il y a une résistance non nulle, donc là, vous allez avoir un U. Okay. Et en fait, vous pouvez aussi le faire. Donc là, c'était simplement un fil, mais ceci marche également quand vous avez des nœuds. En particulier, quelle est toute la zone où on a ce potentiel-là? Jusqu'au nœud? Ouais, Camille. Jusqu'au début des deux lampes. Donc ça, c'est hyper important à comprendre, c'est que toute cette zone-là, tout ça, là, c'est au même potentiel. D'accord? Et je peux terminer, hein, histoire de faire ça complet. Toute cette zone-là, là, est au même potentiel. Et puis, il y a un petit bout là qui est un potentiel différent. Donc, dans ce circuit-là, il n'y a que 4 potentiels différents. D'accord? Le potentiel de la zone violette, le potentiel de la zone rouge, là, rouge-rose, le potentiel de la zone verte, et puis le petit bout ici, entre les deux. On est d'accord là-dessus? Ça vous raconte aussi quelque chose d'intéressant. Est-ce que ça change le circuit si au lieu de dessiner le fil comme ça avec un coude là, je vais tout droit? D'accord? L'intensité, ça sera la même, d'accord? Puisque vous êtes entre deux nœuds, qui sont les mêmes, et le potentiel, c'est le même quoi qu'il arrive. Ça, c'est un truc extrêmement important. Le modèle du fil est un truc assez intéressant parce que vous pouvez toujours changer la géométrie des fils sans conséquence sur le circuit. Vous pouvez les rendre plus courts, plus longs, d'accord? Faire des boucles, au contraire, les tirer tout droit, d'accord? Sans que ça change, sans que ça ait de conséquences sur le circuit, d'accord? Donc ça, c'est une petite remarque qui est importante dans le dessin. Petite remarque, on peut toujours changer la géométrie d'un fil sans conséquence sur le circuit. Alors ça, en pratique, ça vous raconte que vous pouvez toujours utiliser une rallonge pour faire la même chose chez vous. Enfin, c'est ce qu'on fait. Ouais. Une lampe, c'est une résistance. C'est la stricte définition d'une lampe, c'est une résistance. Qui est chauffée sur... Alors, pardon. C'était la stricte définition d'une lampe. Les lampes d'avant, de l'ancien temps, c'était des lampes à incandescence. Donc, grosso modo, tu prends un fil, tu le montes à une température suffisamment élevée pour qu'il se mette à émettre de la lumière tout seul comme avant. Voilà. C'est une lampe à incandescence. Les lampes aujourd'hui sont des lampes électroniques qui émettent de la lumière par électroluminescence, mais dans le principe, c'est la même chose. Tu finis par... Donc c'est beaucoup plus efficace les nouvelles lampes, tout simplement parce que là, les lampes à tungstène, les lampes à incandescence, émettent majoritairement dans l'infrarouge. Et or, nous, on ne voit pas l'infrarouge, donc en fait, la quasi-totalité de l'énergie était dissipée sous forme thermique, sous forme d'un rayonnement plus exactement qu'on ne voit pas. D'accord? Donc c'est une des raisons pour lesquelles les lampes actuelles sont beaucoup moins gourmandes en termes d'énergie pour le même éclairement, parce que le rendement est très très élevé. Le rendement d'une lampe à tungstène, c'est genre de 20%. Alors que là, vous êtes quasiment à 100% vu que vous fabriquez des trucs pour que ça émette dans le visible directement. Voilà. C'est pour ça d'ailleurs que vous avez un truc complètement éclaté sur les... Maintenant ça a un peu disparu, mais sur les boîtes d'ampoule, vous avez deux puissances. Il y a la puissance électrique réelle consommée et la puissance que consommait une ancienne lampe à tungstène pour produire la même lumière. D'accord? Et pour ça, bon, ça va finir par disparaître parce que vous n'avez jamais vu de lampe à tungstène de votre vie. Donc c'est des référents que vous avez plus dans la tête. Mais moi par contre, je sais que pour éclairer un salon, j'ai besoin d'une lampe de 70 watts. Or, j'achète une lampe pas de 110 watts, j'achète une lampe de 10 watts en fait, maintenant. Parce que en fait, l'ancienne 110 watts, c'était sa vraie consommation électrique, mais la lumière associée était à une puissance beaucoup plus faible. Oui. Là, c'est en schéma entre les deux lampes. Il y a aussi une zone de potentiel standard. Je peux l'écrire si tu veux. Voilà.
définition des potentiels standards. Voilà, c'est la même. On est d'accord là-dessus? Voilà. Dernière définition pour la description des choses, un mot que vous avez peut-être déjà croisé, ce qu'on appelle une maille. D'accord? Donc on appelle une maille, alors c'est assez difficile à définir verbalement, une maille c'est une portion fermée du circuit. D'accord? C'est c'est un circuit fermé dans un circuit. Autrement dit, vous pouvez partir d'un point et parcourir presque par des branches, voilà. D'accord? C'est juste ça. Donc, enfin, une maille est une portion fermée d'un circuit. Voilà. Donc, on peut faire des... Si je reprends mon schéma de là-bas, par exemple, donc, ici, voilà, des lampes, il y a combien de mailles ici? 3. Tout à fait, c'est toujours la même question, combien il y a de triangles dans cette truc, d'accord? Ici, il y a 3 mailles, mais il n'y en a que 2 autonomes. Quand on parle de mailles autonomes, c'est le nombre de mailles qu'il vous faut pour avoir dessiné tout le circuit. D'accord? Donc effectivement, il y a 3 mailles ici, il y a cette maille-là, par exemple, cette maille ici, et la maille qui fait tout le tour là. D'accord? Voilà. On s'en fout du nombre de mailles complet ou du nombre de mailles autonomes, d'accord? C'est juste essentiel de tout colorier dans cette histoire. Donc par exemple, ça c'est une maille. Ça c'est une maille. Vous voyez que c'est une définition compliquée pour quelque chose qui visuellement est quand même très simple. Vous partez d'un point, vous suivez des branches, et puis à un moment donné, vous retombez sur le même point, quoi. C'est pas un truc incroyable. Okay. Donc les plus mathématiciens et mathématiciens d'entre vous pourront s'amuser à dénombrer le rapport entre le nombre de mailles et le nombre de nœuds dans un circuit, tout ça, voilà, c'est ça pour vous faire plaisir. Moi, je fais pas ce genre de truc, ça ne m'excite pas du tout. Voilà, et ça sert à rien. On est d'accord? Je passe au petit 4 si je ne me trompe pas. C'est ça, les garants du plan. Super. Alors, l'électrocinétique c'est vieux, et comme toutes les disciplines un peu vieilles, il y a des trucs chiants. Et ça commence. C'est probablement le truc le plus pénible dans l'électrocinétique. Convention. Avec un S. Et on n'est pas content. Donc, de manière très très générale, en physique, on a un point de vue qui est que le système reçoit et cède. Et globalement, on compte toujours ces trucs-là en une convention qui s'appelle la convention récepteur. C'est-à-dire que grosso modo, quand on dit qu'une grandeur est positive, c'est-à-dire qu'elle est reçue par le système. Et quand elle est négative, c'est-à-dire qu'elle est cédée par le système. D'accord? Autrement dit, c'est comme ça que vous comptez vos sous, d'accord? Quand vous avez plus quelque chose sur votre compte en banque, c'est-à-dire que vous avez gagné de l'argent, et moins quelque chose sur le compte en banque, c'est-à-dire que vous avez perdu de l'argent. D'accord, voilà, c'est le côté entrée-sortie. En électrocinétique, pour des raisons par ailleurs pas si absurdes que ça, quand vous avez dans le même circuit des trucs qui fournissent de l'énergie et des trucs qui en consomment, on a pris l'habitude d'avoir 2 conventions différentes, une convention récepteur et une convention générateur. Ça, c'est ultra pénible parce que vous allez changer l'ordre de U et de I, en particulier toutes les lois ont deux versions. La loi d'Ohm, par exemple, que je vous ai donnée hier, c'est la loi d'Ohm en convention récepteur. Et il existe une loi d'Ohm en convention générateur. D'accord? Donc, c'est chiant. Il faut faire un peu attention à ce qu'on fait. On va regarder les règles après sur comment ça se passe. Mais ça peut être relativement pénible. Ça va surtout être utile pour la puissance. Donc, on met un peu le contexte. Soit un dipôle. Que je vais appeler AB. D'accord? Donc comme ça. Alors, ce paragraphe sert également de petit guide pour savoir ce qu'on fait quand on paramètre un circuit. D'accord? La première étape du paramétrage d'un circuit, c'est de paramétrer l'intensité dans toutes les branches. On sait qu'elle est uniforme, donc vous aurez besoin d'autant d'intensités différentes que vous avez de branches. D'accord? La première chose à faire dans son étude,
est de choisir le sens de l'intensité. Donc, est de choisir le sens de l'intensité dans sa branche. D'accord ? Petite remarque, ce choix est a priori arbitraire. Vous faites ce que vous voulez. C'est-à-dire que si vous choisissez une orientation qui est opposée à celle de votre voisin ou votre voisine, vous trouverez juste un résultat numérique qui sera opposé. C'est pas grave, on parlait juste de la même chose, on en a discuté hier. D'accord ? Ceci est arbitraire. Alors, je mets les guillemets autour de arbitraire, tout simplement parce qu'en général, quand il y a un générateur, on essaye de faire en sorte que l'intensité sorte du plus du générateur pour rejoindre son moins, pour être quasiment sûr de tomber sur une valeur positive à la fin. Donc, voilà. Donc, ça signifie que si je prends mon dipôle comme ça, d'accord, avec son point A et son point B, j'ai paramétré sa branche et j'ai dit, tiens, j'ai une intensité qui va comme ça, d'accord, de A jusqu'à B. On est d'accord là-dessus ? Voilà. Je choisis ça. Ça, c'est un choix pur. Et c'est là où il y a un truc extrêmement pénible, c'est qu'ensuite, j'ai parlé de l'attention aux bornes du dipôle. Or, si vous avez appris votre cours d'hier, vous savez que l'attention aux bornes du dipôle, ça peut être UAB, ou ça peut être UBA. Si je ne précise pas, je ne sais pas. Et il y a deux choix, parce que c'est un dipôle. Voilà. Et bien, comme il y a deux choix, il y a deux conventions. Voilà, c'est comme ça. Donc, on définit l'attention aux bornes du dipôle comme l'attention UAB si c'est en convention récepteur, et l'attention UBA si c'est en convention générateur. Voilà l'idée, c'est deux conventions. Alors, c'est pas une histoire de A et de B, c'est... Donc, l'attention, je vais l'appeler U, comme ça, c'est pas mal. L'attention U. Donc, si I est comme ça, eh bien, en fait, U est comme ça. Donc, autrement dit, U et I sont de sens opposés. C'est celle que je vous ai montrée avec la loi d'Ohm hier. Ça, si on est en convention récepteur, et par le même dessin, mais avec la flèche dans l'autre sens pour la tension. Si on est en convention générateur. Voilà l'idée. Donc, vous voyez que dans la disposition, I n'a pas changé de sens. C'est en fait simplement le sens relatif de I et de U qui change. En convention récepteur, les deux flèches de U et de I sont de sens opposé. En convention générateur, les deux flèches de I et de U sont dans le même sens. On est d'accord ? Vous pouvez vraiment le retenir comme ça. D'ailleurs, vous voyez que j'ai juste fait un dessin pour définir ça. Ok ? Alors, bien entendu, les lois physiques qui caractérisent les dipôles vont pas changer, elles, d'accord ? Je vous rappelle, et ça c'est un principe très con, ça va vous faire rigoler, mais les conventions d'écriture que vous prenez n'ont pas d'impact sur la réalité. Vous n'êtes pas des divinités, vous n'écrivez pas le monde. Enfin, si par contre c'est votre cas, vous m'en parlez, j'ai plein de choses à vous demander par ailleurs, d'accord ? Si vous êtes capable de façonner le monde rien qu'en écrivant, on a vraiment une conversation forte à avoir, d'accord ? Parce que vous n'avez pas fait votre boulot ces dernières années quand même à plein égard. D'accord, voilà. Mais en général, si vous êtes des gens normaux comme moi, quand vous faites un choix de convention, vous n'affectez pas le monde. D'accord ? Donc la loi physique entre l'intensité réelle et la tension réelle, elle, ne change pas si vous prenez ça et ça. Donc il faut que ce changement se manifeste aussi formellement sur les lois physiques que vous écrivez. D'accord ? Il faut que ceci soit grosso modo cohérent. Et c'est pour ça que ça fait partie des trucs extrêmement désagréables, puisqu'en fait, attention, d'accord ? La loi d'Ohm en particulier s'écrit, eh bien en fait, U égale RI en récepteur, d'accord ?
Ça, c'est celle qu'on a vue hier. Et qu'est-ce qu'on fait, finalement quand on passe de la convention récepteur à la convention générateur? Oui. On change le sens de U. Donc en fait, au lieu de lire avec des lettres VA moins VB, on lit en fait VB moins VA. Donc en fait, ça sera l'opposé. Et donc effectivement, la loi d'Ohm s'écrira U égale moins RI en convention générateur. Voilà. Donc ça a une conséquence pratique, c'est qu'en général, si vous avez le choix, vous paramétrez vos dipôles en convention récepteur, d'accord, et les générateurs en convention générateur. D'accord, on essaie de faire des choses pas trop débiles, d'accord. Et ça, c'est si vous avez le choix. On dit si on ne vous impose pas, juste pour le plaisir, de faire des trucs inhabituels. D'accord, voilà. On est d'accord là-dessus, sur ces deux conventions? Maintenant que j'ai fait ça, je vais pouvoir vous donner les caractéristiques d'un certain nombre de dipôles, en précisant bien entendu à chaque fois les conventions que j'utilise, pour savoir si je suis en convention récepteur ou en convention générateur. Je ne donnerai pas les deux versions à chaque fois. Vous avez compris le mécanisme de modification, d'accord, si jamais vous passez à l'autre convention. Donc petit 5, caractéristiques. Donc déjà, qu'est-ce qu'on appelle caractéristique? La caractéristique d'un dipôle, c'est tout simplement la relation entre la tension à ses bornes et l'intensité qui le traverse. Tension à ses bornes définie avec la convention qui va bien en fonction des dipôles. On appelle caractéristique d'un dipôle la relation entre... Je tiens à ce que cette définition soit apprise par cœur, non pas parce que ça vous raconte quelque chose, mais parce que je vais vous habituer au vocabulaire. C'est l'intensité qui traverse un dipôle, c'est la tension aux bornes d'un dipôle. Je ne vais pas entendre des trucs du type l'intensité aux bornes d'un dipôle, ça ne veut rien dire, et la tension qui traverse le dipôle. D'accord? C'est pas les mêmes choses. L'intensité traverse le dipôle, la tension, c'est une différence de potentiel aux bornes du truc. Okay? Le vocabulaire est important. La relation entre l'intensité qui le traverse et la tension à ses bornes. Petite remarque, quand je dis la tension à ses bornes, je sous-entends qu'on a précisé la convention. Pour dire qu'est-ce qu'on appelle la tension à ses bornes dans cette histoire. Alors là, pour le coup, c'est un petit tableau. Des dipôles, vous en avez, pour l'instant en tout cas, deux, plus les petites dérives de ces trucs-là, ou les cas particuliers de ces trucs-là. D'accord? Les deux que vous avez à connaître, c'est les générateurs idéaux de tension et les résistances. Les résistances, vous connaissez déjà. Les générateurs, vous allez voir que c'est pas mortel. D'accord? Après, on fabrique d'autres trucs avec ça, donc ça va en rajouter. Enfin, c'est pas que fabrique avec ça, c'est que il y a trois autres cas que je vais rajouter dans cette histoire parce qu'ils sont importants, mais qui sont en fait soit des cas particuliers de résistance, soit une combinaison des deux générateurs au-dessus. D'accord? Les deux dipôles au-dessus. Ça en fait que 5, donc en gros, dont 3 sont retrouvables, donc c'est pas mortel, et dont une que vous connaissez déjà. Et à mon avis, générateur, vous connaissez aussi déjà. On en rajoutera 2 dans le chapitre d'après, les condensateurs et les bobines. Et ensuite, on basculera dans le merveilleux monde des nombres complexes. Voilà. Qui nous permettront de tout ramener à des résistances. Et on sera content. Mais déjà, on va faire ça gentiment. On est parti. Je vais faire un tableau en 3 colonnes, d'accord. Donc avec le dipôle, la représentation et la convention, et la loi qui va avec, d'accord. Donc on y va, dipôle, représentation et convention, et caractéristiques. Voilà.
Donc on va commencer, hein. C'est pas très compliqué. Le premier dipôle, c'est... Alors, en toute rigueur, le dipôle s'appelle un conducteur ohmique. D'accord? Voilà. Donc je vais le faire au moins une fois. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une résistance. Donc en électrocinétique, on a une tendance extrêmement forte à remplacer le nom des appareils par leur caractère, par la donnée qui les caractérise. D'accord? Donc en toute rigueur, ça s'appelle un conducteur ohmique. Personne ne dit ça. Personne. Jamais. Vous allez dans un magasin électrocinétique, vous ne demandez pas aux gens des conducteurs ohmiques. Vous avez des résistances. Point barre. D'accord? Voilà. Ok? Mais théoriquement, la résistance, c'est une valeur, c'est pas un objet. Mais c'est juste prenez l'habitude. Donc c'est ce qu'on appelle une résistance. Donc une résistance, ça se représente comme ça. Je pense que vous aviez commencé à le deviner, puisque ça fait depuis 2 jours que je fais que des cubes en faisant cette histoire. Et la convention usuelle utilisée, c'est comme ça. Donc, j'écris pas que c'est une convention récepteur, vous êtes censé savoir que là, j'ai fait une convention récepteur. On est d'accord? Et vous connaissez la caractéristique? Voilà, c'est la loi d'Ohm, hein. C'est U égale R. Voilà. Donc une ligne pour faire un petit résumé, mais globalement, vous savez tout. Ensuite, vous avez le deuxième à connaître, c'est le générateur idéal de tension. Alors, le générateur idéal de tension, c'est ce que vous appeliez quand vous étiez petit une pile, d'accord? On a une modélisation un peu plus forte de ça, mais c'est la même chose. Donc, le truc se représente comme ça. C'est donc, je vais essayer de faire ça propre au moins une fois. C'est un rond, traversé au milieu par un fil, d'accord? Et vous avez une flèche qui indique le sens de la tension. D'accord? Vous remarquez que je ne précise pas la convention, et vous allez comprendre tout de suite la... Donc, en général, on se passe en convention générateur pour un générateur. Ça semble relativement logique. Mais ça impose que vous choisissez I en fonction de ça. Mais pour l'instant, je le laisse comme ça, d'accord? Alors, la caractéristique est la suivante. Pardon. Ça, c'est U, excusez-moi. D'accord, c'est la tension borne du générateur. Et ce que ça vous raconte, c'est que quelle que soit l'intensité, U est égale à grand E. Autrement dit, la tension en borne de votre générateur est une constante et est indépendante de l'intensité qu'il débite. C'est ce qu'on appelle un générateur idéal de tension. E porte plein de petits noms. E, ça s'appelle la force électromotrice, qui s'appelle donc une FEM. D'accord? Parce que force électromotrice, c'est trop long pour un physicien standard. D'accord? Voilà. Ça s'appelle également la tension à vide. Tout simplement parce que c'est la tension que vous avez lorsque vous n'avez pas de résistance qui va avec. D'accord? Voilà. Donc FEM pour les intimes. Oui. FEM. Force électromotrice. C'est l'abréviation de... Enfin, FEM, c'est l'abréviation de force électromotrice. Si vous voulez, je mets des petits points. Voilà, comme ça. Force électromotrice. Voilà. Donc on parle d'un générateur de FEM, tant de volts, etc., etc. Donc en gros, un générateur idéal, c'est le générateur que vous souhaitez avoir avec le réseau EDF, d'accord? C'est que quoi qu'il arrive, quoi que vous branchiez derrière, quelle que soit l'utilisation, vous avez du 220 volts, d'accord, en sortie, d'accord? Voilà. Alors petite remarque, je vous rappelle que le réseau européen vous garantit, alors non pas la tension, mais impose la tension par norme et vous garantit de 50 Hz. En fait, en gros, quand vous branchez des appareils, il y a un effet de retour qui fait que vos turbines ralentissent. Et donc, elles ne sont plus à 50 Hz, et donc les centrales reprennent, réinjectent de l'énergie pour garantir le 50 Hz. C'est ça qui garantit que la puissance injectée est exactement égale à la puissance consommée. Si vos turbines tournent trop vite, ça signifie que vous injectez trop de puissance. Si vos turbines ne tournent pas assez vite, c'est que vous n'injectez pas assez. D'accord? Le 50 Hz, c'est garanti c'est hallucinant. Il est garanti à 4 décimales, si je ne me trompe pas, en Europe. D'accord? Et vous pouvez savoir en hiver les fois où on a eu un peu de mal, si vous avez des micro-ondes qui sont branchés et qui prennent du retard, d'accord, sur l'horloge, en fait,
Ça, c'est parce que le 50 Hz, à un moment donné, n'a pas réussi à être garanti complètement. On dit qu'on a un peu patiné pour fournir le truc. Voilà. Et donc, c'est une indication que là, on a eu un petit passage à vide, quoi. Voilà. Puisque, justement, comme c'est garanti, beaucoup de constructeurs se fondent sur le 50 Hz pour faire leurs horloges, quoi. C'est pas compliqué. On est d'accord là-dessus sur les deux dipôles. Ces deux dipôles, a priori, sont les seuls de base que vous avez à faire. On va en rajouter deux qui sont des cas particuliers de la résistance et un qui est le générateur réel de tension. D'accord ? Donc je vais continuer un peu comme ça. Voilà. Alors, le troisième, en fait, vous le connaissez déjà, c'est le fil. C'est un dipôle, on est d'accord ? Voilà. Pardon, je mets le fil, je le mets ici. Et je fais le dessin ici, d'accord ? Je le mets en convention récepteur, même si ça ne sert pas à grand chose. C'est quoi la caractéristique du fil ? Ouais. Ouais, et donc sa caractéristique, c'est-à-dire la relation entre l'intensité et la tension. La tension est nulle pour tout. Non, pour tout I. D'accord ? Voilà. C'est juste un résumé de ce qu'on a vu avant. Il n'y a rien de nouveau là dans cette histoire. Donc vous voyez que le fil, c'est une... vous avez deux façons de le voir. Soit c'est un générateur éteint. D'accord ? Soit c'est une résistance nulle. Oui. Ouais, c'est un I là, ouais. Mais c'est un I qui sert à rien. Enfin, on est d'accord, globalement. On est d'accord ? Je continue mes trois petites colonnes de l'autre côté. Mais vous avez la chance d'avoir des tableaux plus grands. Le pénultième, c'est l'interrupteur ouvert. Donc un interrupteur ouvert, c'est ce truc-là. Donc c'est ce qu'on appelle également un circuit ouvert, une branche ouverte, truc ouvert. D'accord ? Voilà. C'est quoi la caractéristique de ce truc-là, à votre avis ? Ouais. Pour tout U, I égale 0, effectivement. Autrement dit, l'intensité 0 ampère, si vous voulez unitariser ce I. Ça veut dire que l'intensité n'a pas le droit de passer. D'accord ? L'intensité est nulle. Et ce, quelle que soit la tension. Alors ça vous surprend peut-être, mais en fait, si vous prenez n'importe quel interrupteur, aux bornes de l'interrupteur, quand il est ouvert, vous avez une tension. D'accord ? Vous avez 200 volts de tension entre les deux. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles, si jamais vous allumez un interrupteur la nuit, alors c'est beaucoup moins vrai que les interrupteurs modernes qui sont protégés contre ça, mais si vous avez encore chez vous des interrupteurs un peu anciens, ceux qui font clic-clic, une espèce de bruit de plastique un peu désagréable, vous voyez l'étincelle de rupture quand vous basculez l'interrupteur. En gros, quand les deux contacteurs vont se rapprocher, le potentiel reste le même, mais comme le champ électrique, c'est le potentiel divisé par la distance, le champ électrique diverge, et à un moment donné, vous avez un champ électrique suffisamment fort pour arracher les électrons des molécules d'air, ça s'appelle un éclair, c'est pas extrêmement compliqué, et donc, et là, à ce stade-là, ça fait une étincelle de rupture, et donc si vous avez des interrupteurs un peu vieux, surtout avec un plastique un peu de mauvaise qualité, vous voyez à travers quand il y a l'étincelle de rupture, ça se voit. Les interrupteurs modernes, beaucoup moins. Un, parce que le plastique est plus opaque. Deux, parce qu'ils sont protégés contre ça, puisque c'était la première cause d'usure des interrupteurs. Puisqu'à chaque fois, vous cramez le métal, donc à un moment donné, ça finit par se voir. On est d'accord là-dessus ? Voilà. Petite remarque, une prise non branchée, ça là, c'est un interrupteur ouvert. C'est juste deux points où il n'y a rien dedans. D'accord ? Résistance infinie. C'est bon là-dessus ? Donc, petite remarque, si vous avez envie de l'écrire, ceci correspond à une résistance nulle, ça c'est la définition du fil, d'accord ? Je ne vous le réécris pas. Et donc ça correspond en fait à une résistance qui va être quoi en fait ? Ouais, infinie, tout à fait. Ou à une conductance nulle si vous n'aimez pas dire égal plus l'infini, parce que M. Lévy vous a dit que c'était absolument illicite de créer des trucs pareils. Voilà. D'accord ? Mais à partir du moment où on définit un truc du type 1 sur machin, bah voilà. Et le dernier qui m'intéresse, c'est le générateur réel. Et ce générateur, il a un petit nom, on appelle ça le générateur de Thévenin.
Voilà. Générateur réel dit de Thévenin. Voilà. C'est pas... Alors, un générateur réel, c'est en fait ce que vous avez en vrai. Je ne sais pas si vous vous souvenez de votre TP, votre premier TP de l'année. D'accord? Le générateur, il vous disait, moi, je crache telle tension, et en fait, quand vous mesurez la tension en sortie, il ne crachait pas cette tension-là. Ça vient du fait qu'en fait, vous avez une tension, une résistance à l'intérieur, qui va en fait consommer une partie de la tension que votre générateur sort. Autrement dit, vous avez de l'intensité qui circule dans cette résistance-là a une tension. D'accord? Et donc... Alors, un générateur réel, c'est tout simplement modélisé de la façon suivante. Un générateur de force électromotrice E, idéal, en série. Alors, vous ne savez pas encore ce qu'est en série, mais c'est pas grave, je le dis quand même. Avec une résistance. D'accord? Voilà. Que je vais appeler R1 comme résistance du générateur. Voilà. On le paramètre ici en convention générateur, d'accord? Parce que les deux flèches sont dans le même sens. Et en fait, la caractéristique, alors on va voir si vous avez compris. Vous n'avez pas encore les théorèmes, mais vous pouvez littéralement les deviner. Déjà, est-ce que vous sentez, vous n'avez pas encore le théorème pour le sujet, mais ça va venir, qu'en fait la tension aux bornes de l'ensemble, ça va être, si je les prends dans le même sens, la tension aux bornes du générateur plus la tension aux bornes de la résistance. Ça provient du fait que c'est une différence de potentiel et donc que c'est une somme télescopique. Si vous appelez ces trois points ABC, la tension totale c'est VA moins, là c'est VC moins VA. D'accord? Et donc ce sera VC moins VB plus VB moins VA. D'accord? Ce qu'on appelle la loi de l'additivité des tensions. Et donc c'est quoi la tension aux bornes du générateur? C'est écrit ici, d'accord? C'est E. Et c'est quoi la tension aux bornes de la résistance? Hein? Moins RG, c'est la tension que je demande, c'est pas homogène. Moins RG fois I, d'accord? Voilà. Moins RG fois I. Pour une raison très simple, c'est qu'en fait, si je décompose ma tension en deux, la tension au bord de ma résistance, cette fois, sera en convention générateur, d'où la présence du moins dans cette histoire. D'accord? Petite remarque, vous aurez pu aussi la décomposer avec la résistance en convention récepteur, et vous souvenir que UAB est égal à moins U VA, résultat qu'on a vu hier. Oui. Bah, là, ici, si tu décomposes en deux comme ça, tu verras que RG, la tension au bord de la résistance, c'est en convention générateur. Voilà. Donc soit c'est moins celle en convention récepteur, soit c'est plus celle en convention générateur. Le résultat à l'arrivée est littéralement la même chose. On est d'accord? Donc ça, c'est ce qui vous explique que quand vous avez une batterie, je ne sais pas si vous avez déjà utilisé les batteries, mais en fait, quand vous avez une batterie, vous tirez de l'intensité dessus, la tension tombe. Un truc qui se voit, c'est si jamais vous avez une batterie un peu fatiguée ou une voiture un peu ancienne et que vous démarrez votre voiture avec des lumières allumées, quand vous démarrez le moteur, vous voyez que les lumières ont tendance en général à baisser en intensité, tout simplement parce que vous demandez une intensité très forte à votre batterie pour allumer votre moteur. Donc, comme il y a une intensité très forte, la tension que libère la résistance interne dans une batterie, elle est dedans. Enfin, on fait pas exprès de la mettre, hein, là pour le coup, elle existe structurellement. Donc la tension que délivre en vrai votre batterie, l'intégralité du circuit va se casser la gueule à cause du fait que I augmente. Et donc tous les appareils vont voir la tension nominale descendre. D'accord? Jusqu'à ce que vous arrêtiez de démarrer votre moteur, ce qu'il est lancé. Et là tout d'un coup, tout repart, tout simplement par ailleurs, parce que votre moteur recharge votre batterie avec une tension qui elle est plus grande que la tension nominale. Voilà. Vous voyez de quoi je parle ou le truc un peu... voilà, ça descend un peu. Voilà. Je crois qu'on est bien là. Superbe. Tac, 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 superbe. Je suis dans le grand 1. Et je vais rester dans le grand 1, je pense, mais qui c'est général, qui s'appelle quoi? Concept de base, ok. Ouais, super. Et on y va. Petit, alors là je sais plus, petit, si je sais, c'est écrit là, petit 6, donc. Alors, ok, en électrocinétique, donc si vous avez compris, en électrocinétique, il y a 3 dipôles,
pour l'instant en tout cas, les résistances, les générateurs, les fils. Les fils qui servent juste à relier les deux premiers ensemble, d'accord? Et un truc vachement cool, c'est qu'il n'y a que 2 lois. 2. D'accord? Attendez voir la thermo avec un aide-mémoire sur les relations à connaître de 4 pages. Vous allez comprendre qu'on est content d'avoir un chapitre avec 2 lois. D'accord? Voilà. C'est-à-dire que vous avez moins de lois dans ce chapitre quand même qu'en optique. Vous en avez quand même 5, littéralement. D'accord? Alors ces lois portent un nom, mais moi j'utilise jamais, mais voilà. Ça s'appelle les lois de Kirchhoff. Alors Kirchhoff a des parents très riches, il a 2 H et 2 F. D'accord? Voilà, contrairement au mien, un peu cheap, parce qu'on peut quoi. Voilà. D'accord? Donc Kirchhoff, c'est un mec que vous connaissez pas encore. Il a eu un petit regain de notoriété ces 20 dernières années, puisque c'est le premier mec qui a écrit dans l'histoire de l'humanité qu'à force de cramer du charbon comme des gros guignols, on finirait par réchauffer de façon irrémédiable l'atmosphère. En 1850. Voilà. Il dit just quand même, si on met tout ce qu'on sait sur le sujet, que le CO2 c'est un gaz à effet de serre et qu'on en fout plein dans l'atmosphère, peut-être qu'à un moment donné, il va peut-être y avoir une connerie. On ne sait pas trop quand, mais peut-être y avoir une connerie. Voilà, maintenant on y est, quoi. Merci Kirchhoff. Voilà. C'est bon? Donc voilà, donc maintenant il est un peu plus connu pour ça, mais majoritairement son utilisation en physique classe préparatoire, c'est plus l'électrocinétique. Ces lois, vous les connaissez en fait, un peu de choses près, il y en a 2, 10, enfin voilà, on va faire ça. La première, c'est ce qu'on appelle la loi des nœuds, qui s'appelle également la loi d'additivité des intensités. Et ensuite, vous avez ce qu'on appelle la loi des mailles, qui est une version particulière de la loi d'additivité des tensions. Voilà, on est parti. Loi des nœuds. Alors ces 2 lois sont des lois qui se démontrent à peine, parce qu'en fait c'est juste extrêmement simple une fois qu'on a tout compris. Globalement, l'intensité est quelque chose qui compte le nombre de charges qui passent à un endroit. D'accord? Ça c'est bon. Or, la charge a, sauf configuration extrêmement particulière, absolument pas de s'accumuler. D'accord? Donc en gros, ça signifie que si vous prenez un nœud, l'intégralité des charges qui rentrent dans le nœud doit sortir dans le même temps. Sinon, vous avez une accumulation ou une déplétion de charge à cet endroit-là. D'accord? Bon, bah, de là à dire qu'en fait, la somme des intensités entrant dans un nœud doit être égale à la somme des intensités sortant dans un nœud, il n'y a aucun pas que je vais franchir allègrement, puisque c'est ça le truc. D'accord? Voilà. Donc, je repose un peu le contexte, parce que maintenant, il va falloir formaliser ça de façon un peu plus brutale. Il y a 2 versions à chaque fois, on va voir un peu. Donc, soit un nœud, et n branches, ou n fils, en partant. Ou plutôt n branches, enfin plutôt, voilà, soit un nœud formé de n branches. Voilà, on va faire ça tranquille. Donc je vous rappelle, un nœud, c'est un truc où il y a au moins 3 fils qui partent. Je confonds allègrement fil et branche parce qu'on a quand même fini par comprendre que grosso modo, pour fabriquer une branche, on commence par un fil. D'accord? Et puis donc ça arrive à peu près au même. Donc si je fais un dessin, ça veut dire que j'ai un gros nœud ici, d'accord? Et puis voilà, j'ai une branche que je vais appeler 1 par exemple, et puis une autre branche que je vais appeler 2, puis une autre branche que je vais appeler 3, etc. etc. Voilà. J'ai une branche ici que je vais appeler K, et puis ici une branche que je vais appeler N. Voilà, vous avez N branches connectées sur ce truc-là. Bon, en général, rassurez-vous, en vrai, ce sera N vaudra 3, 4, ce sera pas foufou, quoi. On passe pas notre vie à faire des trucs un peu dégueulasses. Bon, si vous avez déjà ouvert un tableau électrique, en particulier le point de neutre, ça peut être 253 fils branchés sur le même domino dégueulassement par un électricien un peu soigneux. Mais bon, pour vous, ce sera facile. Voilà. D'accord? Alors, premier problème, premier problème, c'est l'intensité dans ces branches a été a priori orientée. D'accord? Ou plus exactement, orientée a priori. On dit qu'il n'y a pas de raison particulière qu'on ait orienté les choses de façon intelligente pour ce nœud. Tout simplement parce que des nœuds, il y en a plein. Donc, intelligente pour l'un, c'est probablement pas intelligente pour l'autre, etc., etc. Donc, en fait, les intensités sur ces n branches vont être orientées de façon plus ou moins arbitraire. Et là, vous voyez que ça peut être orienté soit vers le nœud, soit en fuyant le nœud. D'accord? Donc là, je vais faire des trucs au pif. C'est là, je vais l'appeler I1 par exemple. I2, je vais la mettre dans l'autre sens. I3 qui sort, voilà. IK comme ça. IN, j'en sais rien, moi, dans ce sens-là par exemple. On est d'accord là-dessus? Donc,
Ça, c'est le premier truc. Les IK sont arbitrairement orientés. Et on va avoir besoin d'un petit coefficient, enfin de deux choses, de deux définitions en fonction de la formule que vous allez choisir d'apprendre. Parce que pour le coup, vous faites ce que vous voulez de votre vie. Donc, on va d'abord définir un coefficient. Je vais appeler epsilon k, le coefficient qui va valoir plus 1 si l'intensité elle va vers le nœud, et moins 1 si l'intensité sort du nœud. D'accord ? Donc, on définit epsilon k par epsilon k égale plus 1 si ik va vers le nœud, et moins 1 sinon. Cas binaire. Donc par exemple dans mon schéma, que vaut epsilon 1 ? Plus 1, que vaut epsilon 2 ? Moins 1, epsilon 3 ? Moins 1, epsilon n ? Plus 1. D'accord. C'est pas compliqué, hein. Ça prend plus de temps d'écrire la formule que de comprendre ce qu'elle raconte en fait. Alors en termes de définition, si epsilon k est égal à plus 1, ik est dit entrante. Alors pareil, je mets entrante parce que je pense à intensité. Si vous voulez penser à courance, c'est entrant. Voilà, vous faites ce que vous voulez, c'est pas très grave. Et si epsilon k est égal à moins 1, ik est dite sortante. Encore une fois, beaucoup de littérature pour un truc qui est instinctivement très évident. On est d'accord là-dessus que c'est... Voilà, ça y va ou ça y va pas. On est parti. Comme la charge ne s'accumule pas, comme la charge se conserve et ne s'accumule pas, eh bien en fait, on a deux lois qui vont sortir mais qui sont littéralement la même, d'accord ? La première, c'est que la somme de k égale 1 à n des epsilon k ik est égale à 0. Autrement dit, la somme des intensités, voilà, d'accord ? Pas très compliqué. Qui serait écrit de la façon suivante. La somme sur k des entrants des ik est égale à la somme sur k et sur les intensités sortantes des ik. Vous choisissez laquelle des deux vous utilisez, c'est littéralement la même. D'accord ? Donc, celle-là, ce sera égal à 0 et vous aurez des moins pour toutes les sortantes. Et donc, vous pouvez littéralement les passer de l'autre côté pour écrire ce qui se passe là. Donc, vraiment, ces deux lois sont littéralement la même. C'est vous, d'un point de vue pratique, celle que vous préférez. D'accord ? La plus physique, c'est la deuxième. La plus matheuse et systématique, c'est la première. D'accord ? En mode, voilà. Moi, personnellement, j'utilise la première. Tout simplement parce que je sais que je vais me coltiner un système de n équations à n inconnues après. Et que donc, j'aime bien avoir toutes les variables, toutes les inconnues d'un côté et toutes les zéros de l'autre. Voilà. Oui. Les k entrants et k sortantes. K entrantes et k sortantes. C'est la somme des intensités entrantes vaut la somme des intensités sortantes. On est... Oui. Ça veut dire que autant de... J'ai pas mis de borne. Donc il n'y a absolument pas autant de bornes. Il n'y a pas de borne, d'accord ? Voilà. D'où ma notation un peu dégueulasse, en mode... je ne sais pas ce qui se passe. Je vais vous donner un exemple tout de suite, hein, mais... c'est pas très compliqué. Avant de donner l'exemple, je vous donne le nom de ce truc-là. Cette loi-là s'appelle... Donc pour moi, c'est qu'une seule loi, hein, d'accord ? Enfin, c'est vraiment juste une revue de la même loi. Ça s'appelle la loi d'additivité des intensités, ou loi des nœuds. Vous allez
finir par faire comme tout le monde, appeler ça la loi des nœuds, simplement parce que c'est plus court à dire. La loi d'additivité des intensités, quand même, on sent qu'il faut un petit entraînement. Alors, je vous donne juste un exemple hein, pour qu'on comprenne. On va faire un exemple très bête. D'accord. Je fais un circuit un peu dégueu comme ça, d'accord, et je paramètre. I1, I2, I3, I4, d'accord. On va essayer de comprendre un peu ce qui se passe. Ouais, je sais, j'ai mis les traits à l'intérieur des résistances, c'est mal. Je vais faire d'accord. Donc, petite remarque, j'en profite également pour montrer comment paramétrer un circuit. Vous prenez une branche, vous appelez ça I1. Quand vous arrivez à un nœud, bah, vous savez qu'il va falloir mettre des intensités différentes puisque l'intensité n'est plus conservée quand vous arrivez sur un nœud. D'accord. Par ailleurs, il m'en faudrait une ici en fait. Je ne sais pas pourquoi j'ai pas mis ici. Voilà. I5. Voilà. On est d'accord là-dessus? Voilà. C'est déjà un circuit compliqué. Alors, si j'applique la loi des nœuds à ce nœud-là, qu'est-ce que ça me raconte? Voilà, donc lui, il a choisi la version des entrants égale la somme des sortants, d'accord. I1 égale I2 plus I5. C'est bon? Vous voyez comment ça marche? Si je l'applique à ce nœud-là, ouais. J'ai dit ce nœud-là, là. Il y a un piège. Ouais. Oui, donc c'est pas un nœud en fait. Je vous rappelle, d'accord. Attention, c'est pas parce que je fais un coin dans un circuit que ce truc-là devient un nœud. D'accord. Et d'ailleurs, on retrouve le fait que la loi des nœuds sur un point quelconque vous raconte qu'une intensité est uniforme. D'accord. Voilà. Fin de la parenthèse. Donc effectivement, pardon. Voilà. Maintenant, tu peux faire ça. Ici. Égale quoi? C'est une égalité à la loi des nœuds quand même. Oui, il y a les deux, d'accord. Donc I2 égale I3 plus I4. D'accord. Petite remarque, est-ce que ça sert à quelque chose d'appliquer la loi des nœuds ici? Vous voyez que j'ai rien mis là. Ou plus exactement, que vous raconte la loi des nœuds si vous l'appliquez ici? Ouais. Effectivement, en fait, ça vous raconte que ici vous aurez forcément I2, parce que le I3 plus I4 que vous avez là, c'est les sortants de ce nœud-là, mais c'est les entrants de ce nœud-là. Et donc le I2 qui est le seul entrant de ce nœud-là, bah, c'est forcément le sortant de celui-là. D'accord. Et pareil, ici, vous avez forcément I1 par application des nœuds en bas. Donc en général, quand vous avez un circuit, il y a la moitié des nœuds qui servent à rien. D'accord. En tout cas, qui vous reviennent la même loi. Oui. De toute façon, on va utiliser la première loi. Ça va être quoi le calcul? Ça sera I1 moins I2 moins I5 est égal à 0. Ou I2 moins I3 moins I4 est égal à 0. Tu es d'accord que c'est littéralement la même chose? C'est juste... c'est vraiment... Donc vous choisissez celle qui vous plaît le plus. Moi j'utilise celle-là, parce que je sais ce qui va se passer après. Mais enfin, voilà. C'est la géométrie très variable tout ça. D'accord. On est au clair là-dessus, c'est bon? Sur la loi des nœuds? Voilà. Première loi. Loi des nœuds. Une petite remarque avant de continuer. Vous voyez que vous sentez la connerie venir là en fait. Vous avez, si je pose ce circuit là, vous connaissez le générateur et les résistances. Il y a combien d'inconnus là? Si vous voulez connaître tout ce qui se passe dans le circuit, là il y a 5 inconnus, d'accord? Vous avez déjà résolu un système de n-équation et d'inconnus? Si, merde. Arrêtez un peu là-haut. Si, c'est le problème du brevet. Résolution des systèmes de deux équations, deux inconnus, d'accord? Vous savez que c'est... Vous avez déjà fait 2, ça c'est sûr. Vous avez déjà fait 3? C'est chiant, hein? C'est en n carré, hein, la complexité. Hein. 5, ça va être vraiment super relou, d'accord? Ok. Donc, la loi des nœuds, ça a une seule fonction, c'est de réduire le nombre de variables, en fait. Parce que la loi des mailles va vous en rajouter, d'accord? Et en fait, la loi des nœuds va vous permettre de substituer très rapidement des variables par genre 2 ou 3 intensités. En fait, vous n'allez ici avoir besoin que de 3 intensités, c'est-à-dire des 3 mailles indépendantes. Voilà. Et pas 5. Alors,
vous rappelle, hein, comme résoudre un système de n équation inconnue, c'est en n carré. D'ailleurs, non, c'est en n cube. Attendez, la complexité, c'est quoi? Tac, tac, tac. Ouais, ça doit être en n cube. Donc, 5 au cube et 3 au cube, c'est pas le même nombre. Hein, du tout, en termes de nombre d'étapes. Donc, vous préférez avoir un système de 3 équations, 3 inconnues, qu'un système de 5 équations, 5 inconnues. Vraiment. D'accord? Il y en a où vous pouvez le finir avant de manger, l'autre non. D'accord? Voilà, c'est pas compliqué. Donc, on y va. Petite remarque, donc, la loi des nœuds, c'est ça que je voulais écrire, sert à diminuer le nombre de variables. Le nombre d'inconnus avant le deuxième théorème. Je vais essayer d'écrire ça un peu mieux. Le nombre d'inconnus avant la suite, qui est le petit b, qui est la loi d'additivité des tensions. Enfin, plutôt la loi des mailles. On va faire ça. Alors, la loi des mailles est encore moins... Enfin, voilà. On va voir ça, comment ça se passe. Alors, on va commencer par la première loi, qui est la loi d'additivité des tensions. Et là, vous allez voir à quel point ce truc-là est trivial. D'accord? On est parti. Soit 3 points. Que je vais appeler A, B et C. Oui, je sais, j'ai décidé de faire dans l'originalité ce matin. J'espère que ça ne vous perturbe pas trop. Bon. Ça vaut quoi UAB par définition? Ça vaut VA moins VB. D'accord. Que vaut UBC par définition? Ouais. Ça vaut VB moins VC. Que vaut UAC par définition? Ouais. VA moins VC. Ça va, je ne maltraite pas trop, c'est bon? Alors là, je vous insulte un peu quand même, quasiment. Hein. Vous la voyez, la relation venir, là? Si vous faites ça plus ça, bah, le VB, il s'en va. D'accord? Si vous n'avez pas compris les sommes télescopiques, c'est maintenant que ça commence quand même. C'est ça, une somme télescopique. D'accord? Voilà. Enfin, c'est une somme à deux termes, mais c'est quand même une somme télescopique. D'accord? Bon, donc, bah, on a un truc. Vous voyez qu'il n'y a rien de physique dans cette histoire. C'est juste que comme c'est la différence et la différence, bah voilà quoi. C'est juste que si vous voulez la différence de hauteur entre deux points, bah, vous pouvez prendre la différence de hauteur entre ce point-là et un point intermédiaire et rajouter la différence de hauteur entre un truc. Voilà. Ah, donc, on est parti. UAC, c'est égal à UAB plus UBC. Ça s'appelle la loi d'additivité des tensions. Si je représente ça, quand même, parce que j'ai pas fait de dessin exprès pour faire ça, ça c'est UAB, ça c'est UBC, et tout ça là, c'est UAC. De là à dire que la loi d'additivité des tensions, ça ressemble quand même vraiment à du châle. Bon. C'est grave du châle. Petite remarque, ça ressemble à du châle parce que châle, c'est les coordonnées d'un vecteur, c'est les différences des coordonnées des points. Il y a autant de magie dans châle que là-dedans quand même. Hein. On est d'accord. Comme châle, à chaque fois, c'est xa moins xb pour le vecteur AB, et après, ce sera pour le vecteur BC xb moins xc. Quand vous faites la somme des deux, bah, les xb dégagent et ça fait xa moins xc. Waouh, incroyable. Voilà. Châle, ça marche bien parce que c'est vraiment c'est basique, enfin, c'est les propriétés de la somme, quoi. On n'a rien de plus. Vous connaissiez déjà cette loi, je suppose? Si vous avez fait un minimum d'électrosynthèse dans votre vie, je suppose que vous avez croisé ça. Eh bien, en fait, la loi des mailles, c'est tout simplement la loi d'additivité des tensions appliquée à une maille. C'est pas très compliqué, on va quand même le faire, hein, parce qu'il y a un peu plus de paramétrage. Mais dans le principe, c'est ça. Alors, une maille. Contenant
a priori n dipôles. D'accord? Voilà. Donc, je vous rappelle, une maille, ça ressemble un peu à ça, d'accord? C'est un genre de carré, quoi. Et puis, j'ai des dipôles, comme ça, voilà. On est parti. Hein. Alors, je mets des résistances, je vais pas mettre des résistances, je vais mettre des ronds. Voilà. Parce que ça peut être n'importe quel dipôle, ça peut être des résistances, des générateurs, ça peut être des transistors, ce que vous voulez, enfin des dipôles. Voilà, ils sont là. Donc, je vais leur donner des petits noms, hein. Je vais les appeler 1, 2, 3, 4, petit k et n, comme d'habitude. D'accord là-dessus? Voilà. Ces dipôles, donc ça c'est la même chose, en fonction des conventions qu'on a choisies, ces dipôles sont munis de tensions UK qui peuvent être dans un sens plus ou moins arbitraire. D'accord? Donc, les tensions aux bornes des dipôles sont dans un sens... Alors je mets arbitraire... Oui, en fait, je sais pas pourquoi je mets des guillemets. Je mets des guillemets quand même parce qu'on a fait un truc intelligent, mais globalement, vous avez d'abord paramétré l'intensité, puis vous avez décidé, lui en générateur, lui en récepteur, lui voilà, on ne sait pas trop. Donc ça signifie par exemple que U1 peut être comme ça, que U2 par exemple pourrait être comme ça, que U3 pourrait être comme ça, d'accord? Que U4 pourrait être dans le même sens que U3, voilà. Que UK par contre pourrait être par là, tiens, voilà, et que UN, je sais pas, va être comme ça. Encore une fois, si vous avez plusieurs mailles, il n'y a pas une solution intelligente pour toutes les mailles. D'accord? De la même façon que si vous avez plusieurs nœuds, il n'y a pas une solution intelligente pour tous les nœuds. On est au clair là-dessus? Donc ça dépend vraiment des choix que vous avez fait avant, dans le paramétrage de votre circuit. Alors, moi je vais vous donc il y a plusieurs façons de formaliser le truc. À titre personnel, je vous impose un sens de lecture. D'accord? Comme ça c'est clair. Quitte à avoir un truc arbitraire, autant le faire jusqu'au bout. Voilà. Donc, on lit la maille toujours dans le sens trigonométrique. D'accord? Voilà. Donc, on parcourt la maille dans le sens trigo, dans le sens direct. Donc moi j'aime bien représenter ça comme ça. Autrement dit, vous parcourez votre maille en faisant un tour dans le sens direct. Voilà. Et on va définir de la même façon que pour les IK, on va définir des epsilon K. Ce epsilon K va valoir plus 1 si la tension est dans le sens de lecture, et moins 1 si la tension est dans le sens opposé au sens de lecture. D'accord? Voilà. Je sais poussé, c'est... On définit alors epsilon K tel que, en fait, alors epsilon K c'est égal à plus 1 si UK est dans le sens de lecture ou de parcours, et moins 1 sinon. Pour bien qu'on comprenne, sur mon dessin par exemple, que vaut epsilon 1. Vous lisez la maille comme ça, d'accord? Plus 1, d'accord? Que vaut epsilon 2? Moins 1, epsilon 3. Epsilon 4, plus 1, moins 1, et UN? Enfin, epsilon n plutôt. Moins 1, d'accord? Donc vraiment, il y a un peu de soin à faire dans cette histoire. Et ne mettez vraiment, je dépasse ça par-dessus l'épaule parce que c'est en général là que vous vous plantez. Vous allez trop vite et vous vous plantez dans les signes. D'accord? Normalement, vous lisez comme ça. Ah là, je rentre par la flèche. En gros, c'est ça. Je rentre par la flèche, c'est un moins. Je rentre par la queue, c'est un plus. Je rentre par la queue, c'est un plus. Je rentre par la flèche, c'est un moins. D'accord? Pas bien. Ok. On est d'accord là-dessus? Alors, dans la démonstration, ce qui est assez essentiel, c'est que autant les UK sont tous dans un mauvais sens, d'accord? Qu'est-ce qu'on peut dire par contre de epsilon K UK? Ouais. C'est effectivement toujours dans le sens de lecture, on est d'accord? C'est-à-dire que epsilon 1 U1, ça va être dans le même sens que U1.
Par contre, epsilon 2 U2, comme U2 comme epsilon 2 vaut moins 1, ça va être dans l'autre sens, d'accord? Donc vous voyez que toutes mes tensions vont tourner toutes mes tensions epsilon k, uk vont tourner dans le même sens. Et comme c'est une maille, vous retournez au point de départ. Autrement dit, qu'est-ce qu'on peut dire de la somme de toutes ces tensions? En fait, un cas particulier de ça, c'est imaginer que le point C, c'est la même chose que le point A. Qu'est-ce qui se passe en fait? Ça va donner 0, puisque la tension UAA, par définition, c'est VA moins VA. Et donc, ça vaut 0. Okay. Et donc, quand vous allez parcourir une maille, dans un sens de lecture, avec toutes les tensions dans le bon sens, d'où l'intérêt des epsilon k, la somme de tout ça va donner 0. On est d'accord là-dessus? Donc, c'est la démonstration relativement simple. On a alors tout simplement, j'ai plus d'orange, c'est là, que la somme de k égale 1 à n des epsilon k uk est égale à 0. Il n'y a qu'une seule version, j'aime pas la version, la somme des uk bien orientés égale la somme des uk mal orientés. Voilà, d'accord? Parce que là on sent qu'on va faire des conneries. D'accord? Donc je garde que cette version. Ça, cette loi-là, elle porte un nom que vous connaissez déjà, c'est la loi des mailles. Donc en toute rigueur, la loi d'additivité des tensions et la loi des mailles, c'est pas exactement la même loi. D'accord? La loi d'additivité des tensions, c'est juste une conséquence mathématique. Là, c'est un tout petit peu plus fort, mais c'est pareil, c'est pas fou. Voilà la loi des mailles. Vous savez faire l'intégralité de l'électrocinétique. Comme vous êtes hyper doué, je me barre en vacances et on se retrouve à Noël. Non, je plaisante. Voilà. Mais en théorie, c'est vrai. Vous connaissez tout de l'électrocinétique sans aucune forme de problème. Les 2 mois qui vont suivre ne sont que du tricot autour de ça. Gros tricot quand même, hein, d'accord? Voilà. C'est exactement la même transition entre vous avez des aiguilles, vous avez des fils et vous pouvez faire des pulls. Il y en a qui ont essayé, enfin moi en tout cas, j'ai jamais réussi. Voilà. D'accord? Voilà. Superbe. Mais c'est exceptionnel. J'ai en plus la vie devant moi, quoi. Parfait. On est d'accord là-dessus? Voilà. Bon, on va faire toute l'électrocinétique en une séance, c'est merveilleux, quoi. Enfin, non, j'exagère, mais il y a 4 chapitres derrière, enfin 3 chapitres derrière. Faites quoi en maths en ce moment? C'est parfait. Ouais. Pile dedans, quoi. Mais c'était pas le sujet de votre DS de samedi, ça? C'était quoi samedi? Les ensembles, les assertions. Ah, ok, c'est bien ça. Ah, ça c'est dur, ça. Ça, c'est dur. Il va vous tuer sur la rédaction, quoi. Ça, c'est une certitude. Mais pas parce qu'il est chiant, hein, juste parce que vous n'avez pas encore compris. Hein, c'est pas grave. Voilà. Bon, enfin, il est chiant aussi, mais c'est pas pour ça que... voilà, c'est un prof de maths, quoi. C'est son job d'être chiant. Petit 7, si je me trompe pas. Vous inquiétez pas, hein, moi je suis sympa au début, mais comme si vous avez déjà discuté avec l'ESP, je deviens de plus en plus désagréable au fur et à mesure de l'année, en fait. Au fur et à mesure que mon indulgence disparaît pour votre non-travail. Voilà. Donc là, je suis gentil, mais à la fin, je vous détruis, quoi. Voilà. Parce que vous foutez rien. Enfin, vous allez travailler, mais bon. Il me reste que ça, mais génial. Aspect énergétique. Alors, c'est la première fois que vous voyez de l'énergie au sens formel dans ce cours depuis le début de l'année. Et je pense également que c'est probablement la première fois que vous voyez de l'énergie en dehors de la mécanique. Je ne sais pas si les formules de puissance et d'énergie vous sont données quand en électrocinétique. Si, vous connaissez un peu? Ah, champ électrique, faites QV, faites QV, d'accord, ok. Voilà. Alors, petite remarque, le QV dans le champ électrique, c'est le même V que celui-là, hein. D'accord? C'est le V qu'on voit depuis le début, là, le potentiel, là, c'est la même bête, hein. C'est la même bestiole, d'accord? Ça pousse des particules, quoi, d'accord? C'est ce qu'on fait dans des circuits électriques. Juste pour celles et ceux qui se souviennent encore de leur cours de terminale, ou de première, ou de je sais pas quoi. Terminale? Terminale SP physique, manifestement, puisqu'il y a une... voilà, d'accord. C'est pas grave, on reverra ça de façon plus propre durant la...
Donc l'idée est la chose suivante, un des buts de l'électricité, c'est de faire tourner des trucs et de faire des choses, quoi. Voilà. Alors, en électrocinétique, vous avez finalement deux aspects assez simples. Et le gros avantage de l'électrocinétique, et ça c'est caractéristique de la civilisation dans laquelle vous baignez, c'est que l'électricité est le moyen le plus simple de transporter de l'énergie, d'accord? Et surtout, c'est un pilier de conversion, c'est-à-dire qu'on est capable, grosso modo, de convertir de l'électricité en n'importe quoi, et de quasiment convertir n'importe quoi en électricité. D'accord? C'est la raison pour laquelle, dans une époque post-industrielle, globalement, l'électricité occupe une place centrale dans la façon. Vous pouvez juste imaginer pendant 30 secondes ce qui se passe si l'électricité s'arrête en France pendant une semaine. D'accord? Ça s'appelle l'extinction complète de la civilisation. Sec, net et brutal. D'accord? La disparition de l'électricité aujourd'hui, c'est la fin de l'humanité telle qu'on la connaît. Voilà. Terminé. D'accord? Voilà. Et avec entre autres conséquences que l'immense majorité d'entre nous devra réapprendre à faire pousser des patates. Parce que ça pousse dans le sol, pour celles et ceux qui ne savaient pas. Voilà. Donc, voilà. Et le fait qu'on puisse convertir un truc en un autre truc, d'accord? C'est-à-dire qu'on puisse changer de chapitre en physique, d'une certaine façon, si on prend la version scolaire du problème, c'est parce qu'en fait, vous avez une grandeur qui est commune à l'intégralité des domaines, c'est l'énergie. Donc l'énergie, de manière très très générale, c'est une grandeur qui vous raconte une loi de conservation, d'accord? Donc on sait, c'est un des piliers de la physique moderne, que l'énergie complète d'un système isolé est conservée. D'accord? Autrement dit, la seule chose que vous faites quand vous faites n'importe quelle action, n'importe quel changement que vous pouvez observer, c'est simplement un changement de forme de l'énergie. D'accord? Là, j'agite mes bras dans tous les sens, je convertis dans cet ordre-là de l'énergie chimique en énergie mécanique, en énergie cinétique. Et ensuite, j'utilise les frottements pour éviter que mes bras passent leur vie à osciller autour de la position d'équilibre, d'accord, globalement. Et donc, je convertis ça, in fine, en chaleur. D'accord? Dans ce qu'on appelle la version la plus dégradée de l'énergie, c'est-à-dire grosso modo la version où il est le plus difficile de refaire de l'énergie organisée avec. D'accord? Voilà. Vous savez très bien que c'est compliqué, enfin en tout cas ça a pris du temps de brûler des trucs pour faire de l'électricité derrière. Voilà, d'accord? Normalement c'est pas bon. Alors, c'est en thermodynamique. Donc l'idée de l'électricité, c'est ça, c'est grosso modo, et ça qui est important, c'est quelle est la puissance, quelle est l'énergie dont vous avez besoin pour faire fonctionner quelque chose. Alors le quelque chose chez vous, c'est relativement simple. Vous avez pas grand-chose en fait comme objet finaux, ce qui est normal. Vous avez les trucs pour chauffer, ça s'appelle un radiateur électrique, donc lequel vous allez convertir de façon extrêmement brutale de l'électricité directement dans la forme la plus dégradée d'énergie. Bon, radiateur électrique, voilà. Donc ça c'est radiateur électrique, bouilloire, enfin tout ce qui sert grosso modo à chauffer de façon très brutale, d'accord, voilà. L'induction, enfin tout ce qui est plaque électrique, etc., etc. L'induction est juste un étage intermédiaire, histoire de chauffer mieux, mais il utilise quand même de l'électricité pour faire ça, d'accord. Et sinon, pour majoritairement faire de l'énergie chimique, c'est-à-dire recharger des batteries. Recharger la batterie de votre téléphone portable, recharger à peu près tous les objets qui fonctionnent, certes branchés, mais qui en fait ont un convertisseur en interne et qui fonctionnent à basse tension. D'accord. À peu de choses près, si vous réfléchissez, j'ai quasiment fait, et prenez la lumière, qui est un effet un tout petit peu différent, un effet électronique. D'accord. Si vous réfléchissez, j'ai quasiment fait le tour de tous les appareils qu'il y avait chez vous. Il manque les appareils, il y a des trucs qui tournent, donc les machines à laver, enfin, tous ces trucs-là, et les plaques à induction dans cette histoire. D'accord. Donc vous convertissez cette fois en mécanique. À l'arrivée, de toute façon, ce que vous allez consommer, c'est de l'énergie. D'accord, de la puissance, majoritairement. C'est d'ailleurs ce que votre fournisseur d'électricité vous facture à la fin du mois. D'accord, je vous rappelle que vous payez vos factures en kilowattheure, c'est-à-dire une puissance multipliée par un temps. D'accord, donc c'est une énergie. C'est des choses qu'on vous facture à l'arrivée. On est d'accord là-dessus? C'est bon? Voilà. Petite remarque quand même au passage pour préparer les choses désagréables que je ferai un jour. La majorité de l'énergie que vous consommez en tant que Français et Française moyenne, c'est du pétrole. D'accord? L'électricité, c'est un quart à peu près de votre consommation énergétique. D'accord? Tout le reste, vous êtes surperfusé, comme tout le monde dans le CDE, au pétrole, à la voiture, au transport, au camion, voilà, jusqu'à ce que ça s'arrête, c'est-à-dire de votre vivant et dans votre jeune temps. Donc voilà. Dans tous les cas, ça va être vachement rigolo. Mais bon, ça, c'est une autre conversation, on l'aura dans quelques mois.
On est parti. Donc ça, c'est vraiment extrêmement important. On l'utilisera peu dans ce chapitre, en vrai, puisqu'on fait surtout des études de fonctionnement de circuit. Mais néanmoins, c'est vraiment l'aspect le plus profond de ce qu'on va raconter. Et en particulier, il y a un cas qui m'intéresse, qui est le cas de l'effet Joule, d'accord, qui est le plus courant dans cette histoire. D'accord. Alors, une fois qu'on a raconté tout ça, finalement, le côté formule de cette histoire est relativement simple, d'accord. Donc, en gros, un dipôle reçoit de la part du circuit. Alors, reçoit, non. Ouais, je vais rester comme ça pour l'instant. De la part du circuit de l'énergie. D'accord. Voilà. Donc là, c'est juste pour rappeler la relation de base. Cette énergie est en fait liée à ce qu'on appelle la puissance par... Alors ça, c'est une formule que vous devez impérativement connaître. Je ne sais jamais si je l'avais comme une définition ou comme un théorème. Bon, c'est pas très important dans cette histoire. C'est que la variation d'énergie entre un instant T1 et un instant T2, d'accord, c'est égal à l'intégrale de T1 à T2 de la puissance fois dt. Autrement dit, vous sommez toutes les puissances, la puissance que vous recevez, d'accord, et vous avez l'énergie. C'est ça la définition stricte de l'énergie. D'accord là-dessus? Ouais. Alors, cette formule, elle a pas mal de problèmes, mais c'est pas très grave, c'est juste pour vous raconter que l'énergie est donc une grandeur cumulative au cours du temps. D'accord? L'énergie dépend sur une période. Autrement dit, vous pouvez dire, sur une période donnée, j'ai consommé tant d'énergie. D'accord? Par contre, la puissance, c'est un truc instantané. C'est à tel instant, je consomme telle puissance. D'accord? C'est pas du tout le même objet. Alors, on va donc préciser le vocabulaire sur le sujet. E est en joule. Je ne sais pas pourquoi je mets ça en bleu, c'est en vert, ça devrait être en bleu. E est en joule. D'accord? Et concerne une durée. D'accord? Autrement dit, c'est pendant un temps donné, d'accord, pendant un processus donné, vous avez accumulé, consommé, etc., une énergie. D'accord? P est en watts, qui se note W, d'accord, et est dite instantanée. Donc on parle de puissance instantanée pour dire la puissance à un instant T. D'accord? Voilà. Je vous explique également comment ça marche, d'accord? Alors, les unités d'énergie sont aussi multiples que les ordres de grandeur énergétiques associés pour chaque domaine. Vous en avez une flopée sans nom, y compris dans la science, d'accord? Je ne parle pas des trucs, des unités qu'on utilise tous les jours, genre l'once, la livre, voilà, etc. Je parle vraiment en science, donc vous avez probablement déjà croisé l'électronvolt, vous avez probablement croisé le joule, vous avez peut-être croisé, il y en a plein en fait, enfin vraiment. Et celle qu'on utilise le plus en énergie électrique, c'est le water. D'accord? Voilà. Donc ça, c'est juste une information. Grosso modo, on utilise parfois... Alors, en fait, le kilowattheure, donc c'est un produit, d'accord? Souvent, on parle de kilowattheure simplement parce qu'en fait, les joules, c'est très... Alors, les joules, c'est une toute petite unité, d'accord? Je vous rappelle que, par exemple, pour faire évaporer un litre d'eau, il vous faut 2,2 mégajoules, déjà. Bon, d'accord. Donc, le joule, c'est tout petit comme unité, d'accord? Vous, par exemple, vous devez absorber à peu près 2000 kilocalories par jour, c'est-à-dire à peu près 10 kilojoules par jour. Juste pour vivre, quoi. D'accord? Donc, joule, c'est tout petit comme question. D'accord? Le kilowattheure, et avec par définition, un kilowattheure, en fait, on peut faire la conversion, d'accord? Je rappelle que des joules, c'est des watts multipliés par des secondes, d'accord? Donc en gros, pour avoir des kilowatts, il faut que je multiplie par 1 kilowatt divisé par 1000 watts, d'accord? Bon, je vais l'écrire, voilà, je vais l'écrire comme ça, vous allez le faire.
Donc c'est 1 kWh divisé par 1 kW sur 1000 watts. D'accord? Ça vous fera réviser vos méthodes de conversion. Ok, d'accord. Et multiplié par... Comment je fais pour virer les heures? Ouais. Divisé par une heure. D'accord. Et multiplié par 3600. Ouais, enfin je fais directement en secondes, 3600 secondes. On est d'accord là-dessus? Donc si je fais ça, je me retrouve directement avec 3,6 10 puissance 6 watts seconde. On est d'accord là-dessus? Et donc, et des watts secondes, c'est des joules. D'accord? Donc 1 kWh, c'est 3,6 mégajoules. Voilà. Donc c'est une unité beaucoup plus usuelle, d'accord? Tout simplement parce que sinon, si on vous facturait en joules, vous aurez des nombres très très élevés. D'accord? En termes d'ordre de grandeur, est-ce que toutes et tous, vous connaissez par exemple la puissance que vous avez probablement à votre compteur? Ouais. 200 watts. Ok, 200. Non, mais c'est hyper intéressant en conversion. Je suis extrêmement content que tu aies sorti ça. Parce que voilà. 200 watts, qu'est-ce qu'on fait tourner avec 200 watts? Alors, donc déjà, on va dire des trucs homogènes. Une watt, c'est une puissance. Donc, il n'y a pas de pendant une minute. D'accord? Ouais. En fait, votre compteur est limité en puissance. Ah, votre compteur électrique. Votre Linky, quoi. D'accord? Votre Linky, d'accord? Vous êtes limité en puissance. Vos parents, probablement, ont souscrit un contrat avec un fournisseur quelconque, d'accord? Qui lui-même s'arrange avec Enedis, puisque sinon, c'est des parasites. Voilà. Et grosso modo, vous avez une puissance maximale. Pour un particulier, il y a une puissance maximale. D'accord? Voilà. Alors, donc, là, j'ai un 200 watts ici. Avec 200 watts, qu'est-ce qu'on fait? 200 watts, c'est la puissance de quel appareil électrique chez vous? Ouais. Alors, ventilateur, c'est un peu plus bas quand même, mais effectivement, n'importe quel appareil électroménager, genre un batteur, un mixeur à soupe, un robot, c'est 200 watts. Donc, c'est limité à 200 watts. D'accord? Tu fais la cuisine, c'est mort. Donc, vos plaques électriques en tant que telles, d'accord, etc., c'est déjà plusieurs kilowatts. D'accord? Donc, grosso modo, le plus gros consommateur chez vous, probablement, c'est votre four. Vos plaques électriques, quand elles sont toutes allumées, vous pouvez monter à 4 kilowatts. 6 si vraiment vous avez un truc de compétition. D'accord? Votre chauffe-eau, ensuite, est le deuxième poste, globalement. Et ensuite, les pointes du lave-vaisselle, du lave-linge, pardon, quand il chauffe et qui fait tourner en même temps le truc. D'accord? Donc, en gros, chez vous, vous êtes limité à 9 kW ou 12 kW en fonction de l'abonnement que vous avez souscrit. Si vous êtes vraiment dans un tout petit appartement et pauvre, vous prenez 6 kW. D'accord? Voilà, l'abonnement coûte moins cher. Ouais. Ça veut dire, si moi j'allume la plaque, si j'allume tout en même temps. Ouais. Si tu allumes tout en même temps chez toi, il y a un moment donné, ça saute. Ça saute, mais ça explose pas, c'est juste. Non, c'est juste à un moment donné, on te dit, désolé, ça c'est terminé, tu peux pas faire ça. Alors, c'est assez dur à faire parce que, en particulier, un lave-linge, par exemple, c'est pas tout le temps à sa puissance maximale. Pareil, un four ou des plaques électriques, c'est pas tout le temps, un four surtout, c'est pas tout le temps à sa puissance maximale. Ça chauffe beaucoup, quoi. Et après, ça chauffe de temps en temps pour maintenir la température. Donc, par contre, effectivement, si tu as une maison où tu n'es pas allé depuis longtemps et que tu allumes le chauffe-eau, le four pour faire à manger, que tu lances le lave-vaisselle, là, effectivement, à un moment donné, ça va faire hashtag, tout simplement parce que le truc fait, désolé, mais là, tu vas pas pouvoir. Voilà, c'est un truc classique, c'est absolument pas dangereux, mais c'est pour ça que c'est limité, par ailleurs, en l'occurrence. D'accord. Donc, ayez des ordres de grandeur dans la tête, d'accord? Voilà. L'électricité, c'est de l'ordre du kilowatt en termes de puissance, d'où le fait qu'on facture ça en kilowattheure. 1 kWh, c'est une énergie où vous avez utilisé 1 kW pendant 1 heure ou 500 watts pendant 2 heures. Enfin voilà, d'accord? C'est pas extrêmement compliqué. Je termine, ne vous inquiétez pas, ça va venir. Pas de souci. Alors, donc on y va. On a 3 formules à faire. C'est pas qu'on peut faire 3, enfin bon, on va voir. Donc, la puissance d'un dipôle, c'est tout simplement le produit UI. En fait, c'est magique. La tension au bord d'un dipôle fois l'intensité qui la traverse, c'est ce qu'on appelle la puissance. Voilà. La puissance d'un dipôle vaut P est égal à U fois I.
Donc c'est la puissance instantanée, c'est-à-dire que la puissance à un instant t, c'est la tension à un instant t multipliée par l'intensité qui traverse un instant t. Si vous vous souvenez de ce qu'on a dit il y a une demi-heure, vous savez que cette définition pose un problème. Parce qu'en fait, c'est quoi U aux bornes d'un dipôle? D'accord? Ça dépend de la convention. Et c'est là où en fait le nom des conventions prend son sens. Cette puissance est dite reçue si on est en convention récepteur, on n'a quand même pas fait un truc débile, d'accord? Et cette puissance est cédée si on est en convention générateur. Cette puissance est reçue si on est en convention récepteur. Et cette puissance est cédée si on est en convention générateur. En convention générateur. En convention récepteur. Il manque un mot. Il manque un mot. Je te remercie. D'accord? Voilà. Donc, je vais vous donner deux exemples qui sont extrêmement importants. D'accord? Si j'écris ça, je suis en convention récepteur, avec la résistance ici. D'accord? Que vaut la puissance? Oui. D'accord? P est égal à UI, et U, ça vaut quoi? Donc ici, P... Alors, c'est P quoi déjà? C'est P reçu ou P cédé? C'est reçu, puisqu'on est en convention récepteur. Donc la puissance reçue, c'est égal tout simplement à UI. D'accord? Et en fait, ça vous donne une formule, enfin deux plus exactement, qu'à mon avis, il faut connaître relativement par cœur, quand même. Et ce qui va me permettre de répondre à la question de Camille d'hier. D'accord? Donc la puissance reçue, c'est égal, pour une résistance, c'est égal en fait à RI carré ou U carré sur grand R. Donc plus tu augmentes R, moins tu dépenses de puissance, contrairement à ce qu'on pourrait penser, si tu as un peu d'attention. C'est pour ça qu'on met des résistances grosses. Pourquoi quand on allume une bouilloire Ah bah parce que justement le but du jeu c'est d'avoir, quand on a une bouilloire, tu mets une résistance petite pour dépenser beaucoup d'énergie pour chauffer ton eau rapidement. D'accord? Parce que, chose que vous devez savoir, qui n'est dans aucun cours, dans aucun chapitre de nulle part, mais qu'à un moment donné vous êtes censé connaître, donc j'en profite, cette puissance est intégralement transformée en énergie thermique. Et ça porte un nom, ça s'appelle l'effet Joule. Donc vous utilisez ça effectivement dans une bouilloire électrique, d'accord, où vous allez grosso modo essayer de diminuer le plus possible la résistance qui est à l'intérieur de l'eau pour faire exploser cette puissance, tout en évitant de faire sauter vos plans. Quand même. Voilà. C'est tout. Et vous allez balancer. Voilà. Donc une bouilloire électrique, effectivement, ça va être de l'ordre de quelques centaines de watts. 300, 400 watts, ça dépend. Oui. Ça veut dire quoi, P reçu versus R? P reçu par une résistance. En fait, c'est juste pour préciser que ce n'est pas une formule universelle. Donc ça, c'est l'effet Joule. Si je prends un deuxième exemple, donc ça, c'est mon premier exemple qui est important sur la résistance. Mon deuxième exemple qui va être important, c'est celui-là. Ici, si je calcule la puissance, qu'est-ce que je vais avoir? C'est une puissance reçue ou une puissance cédée ici? Cédée, pourquoi? Parce que la tension, elle est dans le sens. Exact, parce qu'on est en convention générateur. D'accord? Donc là, ici, c'est la puissance cédée par un générateur. Ça, c'est tout simplement égal à E fois I. Ouais. Ça, c'est avec la loi d'Ohm, Oui, c'est avec la dôme, oui, effectivement. Donc là, c'est très simple, et ça vous raconte qu'en fait, votre générateur chez vous, c'est-à-dire ça, vos prises, ça vous donne une tension, et que ce qui va vous coûter de l'énergie,
c'est l'intensité que vous lui demandez de délivrer. D'accord ? Voilà. D'ailleurs, petite remarque, si vous regardez votre compteur Linky dans le détail, ce que je vous ai dit tout à l'heure n'est pas tout à fait vrai, en tout cas, c'est pas écrit comme ça. Si vous demandez à votre compteur Linky quelle est votre puissance maximale, il ne va pas vous dire 9 kW, il va vous dire 9 kVA, kilovolts ampères. D'accord ? On verra les petites subtilités sur pourquoi c'est un tout petit peu différent. Mais même s'il n'y a pas de coquerie au scandale, puisqu'il y a une différence entre les deux est inférieure à 0,01%. Enfin, voilà, c'est pas fou, quoi. On est d'accord là-dessus ? Petite remarque, et ça je vais vous le faire admettre. Là, il existe une loi de conservation de l'énergie. En fait, un circuit ne peut pas inventer de l'énergie de nulle part, d'accord ? Et donc, grosso modo, en fait, comme un circuit est grosso modo autonome, l'intégralité des puissances reçues proviennent de quelque part, et donc vous avez une loi de conservation des puissances, qui est que la somme des puissances cédées dans un circuit est égale à la somme des puissances reçues, tout bêtement. On a que la somme, donc je ne mets pas d'indice, hein, c'est juste histoire d'avoir des puissances cédées est égale à la somme des puissances reçues. Voilà, tout bêtement. Ainsi que, on peut faire exactement la même chose, puisqu'il suffit d'intégrer ça sur une durée donnée pour avoir les énergies. D'accord ? Donc en fait, la somme des énergies CD est égale à la somme des énergies reçues. Voilà. Donc toute l'énergie qui est cédée par un bout du circuit doit être reçue par un autre bout du circuit. Tout bêtement. Voilà. Donc en général, c'est ça que vous utilisez. Ça fait des calculs extrêmement fastidieux en électrocinétique. Parce que c'est que de l'intégrale, c'est un peu lourd, c'est un peu chiant. Voilà. Vous connaissez quasiment vous connaissez l'intégralité des grandes lois fondamentales de l'électrocinétique. L'idée est la chose suivante pour la suite des événements, je vous libérerai bientôt. C'est que en fait, tous ces calculs-là mènent à des systèmes d'équations de n inconnu à n équations qui sont très lourds à résoudre. Et donc en fait, ce qui va nous occuper à partir de vendredi, c'est comment on court-circuite le problème et on essaye d'avoir des espèces de théorèmes rapides qui vont nous permettre d'accéder directement aux résultats qui vont nous intéresser plutôt que de se coltiner les calculs dans tous les sens.